bonnes raisons de croire en l'au-delà. Alors, c'est un titre un petit peu provocateur, subversif, je vous l'accorde, et je crois qu'il est temps de secouer le cocotier de la pensée matérialiste rationaliste. Et avec ce livre et avec cette conférence, je crois que le cocotier va être bien secoué, j'espère. Donc, c'est un livre, une conférence qui correspond en fait à une demande. Lorsque je terminais mes conférences jusqu'à présent, on venait me voir et on me disait « Docteur, il me faudrait un livre pour quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à toutes ces choses-là, et je voudrais lui donner un livre facile à lire, qui ne soit pas du tout avec des termes médicaux, scientifiques ou quoi que ce soit, pour le faire lire à mon conjoint, à mon époux, à ma femme, à mon fils. » Et j'ai fait ce travail. J'ai fait ce travail parce que finalement, il n'était pas fait. J'ai essayé de trouver 7 bonnes raisons de penser que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et qu'elle continue après. 7 raisons qui sont difficiles à contester. Et en sous-titre, il y a aussi le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce que je suis rompu à l'exercice, les détracteurs viennent me questionner en disant, me posant toujours les mêmes questions, mais ils ne sont pas morts, ils sont revenus, ils ne sont pas morts. Ben, si c'était mort, ils ne seraient jamais revenus. Voilà, ce genre d'argument. Donc, j'en avais un petit peu assez de répondre toujours la même chose aux mêmes questions, et j'ai voulu faire une série de questions-réponses très simples, de telle façon que le lecteur ou la lectrice de ce livre, ou vous, après cette conférence, il suffira d'entendre une seule fois pour retenir l'argument, essayer de lire une seule fois le livre pour retenir tous les arguments, et ensuite, au lieu de mettre le livre dans la bibliothèque, il faudrait le donner à quelqu'un. Alors, ça ne fait pas trop plaisir à mon éditeur que je parle comme ça, parce que lui préfère vendre des livres, évidemment. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les informations soient données le plus largement possible. Je ne suis pas du tout dans le business. C'est pour ça que j'accepte volontiers que mes conférences soient filmées, soient diffusées le plus largement possible pour que les idées soient diffusées le plus largement possible. Et vous aussi pouvez devenir, à l'issue de cet après-midi, des ambassadeurs de l'au-delà en disant que oui, on a bien sûr suffisamment de preuves rationnelles pour dire aujourd'hui que l'au-delà existe et qu'il existe bien une vie après la vie. Alors, avant de commencer, je voudrais vous livrer cette enquête d'opinion menée par Larval sur la croyance à un au-delà. En 1981, Larval, qui est une entreprise très sérieuse pour mener des statistiques, prend un panel représentatif de la population française et pose la question aux gens, croyez-vous en l'au-delà, croyez-vous à une vie après la vie? Et on a la surprise de voir que 35% des personnes pensent que l'au-delà existe et qu'il y a une vie après la vie. 26 ans plus tard, on redonne à Larval le même outil et les conclusions sont les suivantes. 39% de la population croit en une vie après la vie. Ça veut dire qu'en 26 ans, 4% de mieux, 4% de population qui pensent qu'il y a bien une vie après la vie. C'est pas beaucoup, 4%. Mais il n'empêche que ça montre bien que, quand même, l'évolution est dans ce sens. On ne peut pas dire que ça soit une preuve de naïveté ou quoi que ce soit, de dire que l'après-vie existe. Au contraire, plus on avance dans nos connaissances, plus on avance dans la science, et plus on va dans ce sens-là. Alors on pourrait dire que si on poursuit cette ascension linéaire, eh bien, on va s'apercevoir que le croisement des courbes arrive en 2089. Ça fait long, on ne sera plus là. Donc 2089, si l'ascension est linéaire. Mais il se trouve que ça s'accélère. Et une enquête d'opinion beaucoup plus récente, qui a été publiée par le magazine Science et Vie, montre que dans leur panel d'études, en 2011, 53% des personnes interrogées pensaient qu'il y avait une vie après la vie et que l'au-delà existait. Alors, ce n'est pas l'enquête de Larval, c'est une enquête d'opinion qui a été faite sur les abonnés
à un magazine qui n'est pas du tout un magazine ésotérique, qui est un magazine de vulgarisation scientifique qui s'appelle Science et Avenir. Donc ce sont des gens qui s'intéressent aux sciences de façon très large, et ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité ou quoi que ce soit. Donc ça montre bien que ça serait plutôt exponentiel quand même, n'empêche, que cette croyance au-delà, et à une vie après la vie, commence à être admise par la majorité de nos contemporains. Et on est en train de changer de paradigme sur la mort, on est en train véritablement de pulvériser les pensées de la science matérialiste, de la pensée scientifique matérialiste. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que nous avons davantage de preuves scientifiques et médicales. Parce que nous avons surtout des communications de plus en plus larges sur le sujet et de plus en plus permissives sur le sujet. On a de moins en moins de blocages et de censure. Il y en a encore, certes. Il y a des progrès à faire. Mais il y a quand même une permissivité qui n'était pas en l'état il y a seulement 5 ans. Je trouve que ça a considérablement évolué et on peut parler librement de ses expériences, de ses propres expériences, sans être pris pour un fou, pour un cinglé. Et ça, c'est quand même un progrès assez considérable. Il y a tout un tas de revues qui parlent du sujet. Je vous ai apporté ici des flyers de nouveau magazine qui s'appelle NDE Magazine, qui est un magazine exclusivement consacré aux expériences de mort provisoire. Je ne dis pas expérience de mort imminente, je ne dis pas near-death expérience, je dis, et je m'en expliquerai dans un instant, expérience de mort provisoire. Donc, nous avons là des gens qui ont compris, les éditoriaux le prouvent, qu'il y avait suffisamment de matière pour exploiter le sujet, pour faire un magazine trimestriel, tellement les choses évoluent vite, et évoluent donc avec tout un tas d'articles à exploiter, tout un tas d'articles à mettre donc sous les yeux de lecteurs et de lectrices de plus en plus intéressés par ce phénomène. Alors, les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Nous verrons dans un premier temps, parlerons, j'ai largement parlé la dernière fois, des expériences de mort provisoire, dites NDE autrefois, Pamela Reynolds, ce qui se passe au seuil de la mort. Nous dirons quelques mots des phénomènes de décorporation ou out-body experience. Nous parlerons des perceptions mortuaires, et ça c'est assez nouveau. Nous dirons quelques mots de la médiumnité, et nous terminerons donc par la transcommunication instrumentale. Donc tout d'abord, première bonne raison, les expériences de mort imminente, near-death experience. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, que au moment de la mort, la majorité des gens qui ont vécu quelque chose disent toujours la même chose. Elles ont vécu une séquence événementielle qui semble être toujours la même. En gros, les personnes sortent de leur corps, voient la scène qui se passe autour d'elles et même à distance de leur corps. Elles passent dans un tunnel, passent dans une lumière qui est perçue comme étant une lumière d'amour, une lumière avec un amour inconditionnel, et puis découvrent des disparus, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, des guides spirituels, des anges, enfin, quelquefois des divinités, avec une limite, quelquefois, qui peut être symbolisée. C'est peut-être une ligne, c'est peut-être un grillage, un mur, bref. Une limite qu'il ne faut pas franchir. Au-delà de cette limite, on ne revient pas, semble-t-il. Et avec une injonction, il faut revenir dans son corps, et avec une nostalgie terrible de cet instant partagé dans la lumière, un instant d'amour inconditionnel. C'est dire quand même la puissance de cet amour, parce que l'expérience ne dure quelquefois que quelques secondes, et cet amour est tellement puissant qu'il balaye d'un revers de main tout l'amour terrestre qu'on a reçu sur cette planète au moment de sa vie terrestre. Sa famille, ses enfants, son conjoint, tout ça, tout cet amour-là, qui est puissant quand même, c'est peanuts par rapport à cet amour rencontré dans la lumière. C'est dire quand même la puissance de cet amour qui nous attend tous de l'autre côté. Et les gens reviennent ensuite dans leur corps complètement transformés par une expérience qui restera à jamais et pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Donc cette expérience, elle est fréquente. Phyllis
donné une évaluation du pourcentage de personnes qui avaient vécu l'expérience, évalue à peu près à 4% la population des gens qui auraient vécu cette expérience-là. C'est considérable, ça veut dire donc 12 millions d'Américains, 2,8 millions de Français, pardon, 4%. Alors, 4% c'est la population occidentale. Parce que c'est évalué à peu près à 60 millions. Donc ça ne fait pas, vous voyez, 4% de la population planétaire, ça ferait beaucoup plus, mais il se trouve que c'est 4% de la population occidentale parce que il est sûr que si vous faites un arrêt cardiaque cet après-midi ici, en plus je suis là, donc je vais vous réanimer, il y a des chances, vous avez beaucoup plus de probabilité d'être réanimé que si ça se passe donc dans des régions sous-médicalisées, où il n'y a pas de médecin, où il n'y a pas de défibrillateur automatique. Donc c'est 4% de la population occidentale. Ce qui ferait à la louche comme ça a été évalué, 60 millions de personnes qui auraient vécu l'expérience. Pim Van Omen, sur 344 arrêts cardiaques, a montré que 18% des personnes qui avaient présenté un arrêt cardiaque avaient vécu l'expérience. Je me suis amusé de faire des statistiques dans ma propre série, et sur 13 patients, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'étude de Pim Van Omen qui est beaucoup plus large, qui a été publiée dans The Lancet, la mienne n'a pas été publiée du tout. Ben, j'ai retrouvé 3 personnes qui avaient fait l'expérience, vous voyez, ça fait à peu près 18-20% donc, de ces personnes-là qui ont vécu quelque chose. Alors, peut-être que ça fait beaucoup plus, peut-être que ces personnes-là ne veulent pas communiquer encore, par peur d'être marginalisées ou d'être psychiatrisées. Mais il n'empêche que quand même, c'est suffisamment parlant pour dire que cette expérience arrive souvent quand même. Alors, face à tout ça, que nous disent les détracteurs? Eh bien, ils nous disent toujours à peu près la même chose. Ils nous disent, ben, ils ne sont pas revenus de la mort. Puisqu'ils sont revenus, c'est qu'ils n'étaient pas morts. C'est ce qu'ils disent, et vous entendrez toujours ça. Ben, c'est faux. On ne peut pas dire ça. Parce que la définition de la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Et on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, ça peut être mesuré, le cerveau s'arrêtait de fonctionner. 15 secondes après, l'activité électrique du cerveau devenait nulle. L'électroencéphalogramme était plat. Et on sait aussi, ça peut être mesuré, qu'il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant que les premiers secours se portent sur quelqu'un qui vient de faire un arrêt cardiaque dans les conditions optimales de surveillance, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs avec des gens qui sont avec un électrocardioscope. Donc c'est dire que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Elles étaient en état de mort clinique et elles sont revenues de la mort. Et dans 18% des cas, elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. Donc il faut quand même pouvoir les écouter. Autre argument des détracteurs, vous l'entendrez encore, ben oui, mais tout ça c'est dû à la stimulation du gyrus angulaire. Au moment de la mort clinique, eh bien on a cette zone du cerveau qui est stimulée. Et on sait que lorsqu'on stimule cette zone de façon élective, comme l'a fait Olaf Planck ou Dick Ryder, eh bien on a une impression de sortie de corps, une vision otoscopique externe. Mais ça c'est une hallucination, ça n'a rien à voir avec une sortie de corps. Parce que si on vous stimule cette zone-là, vous allez avoir une impression de sortie de corps, une impression d'être décalé par rapport à votre propre corps, mais ce n'est pas une sortie de corps. Vous allez avoir l'impression de voir votre corps comme si vous étiez dessus-dessous sur le côté. Chaque fois qu'on stimule cette région, c'est ce qui se passe. Mais vous n'aurez pas du tout la possibilité de voir ce qui se passe autour de votre corps. Vous n'aurez pas la possibilité de voir les gestes de réanimation qui ont été faits pour pouvoir vous sauver. Vous n'aurez pas la possibilité de voyager dans une autre pièce pour voir ce qui s'est passé. Alors que c'est ce qui se passe dans le cas des expériences de mort provisoire. Et on a donc ces sensations de sortie de corps qui sont reproductibles par cette simple stimulation de ce gyrus angulaire. Et ça, vous l'avez compris, ce n'est pas une sortie de corps.